La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme premier invité à l'émission Le Touche-à-tout, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir un régulier, un chroniqueur régulier, le chroniqueur politique, Vincent Blais. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Pierre. On est au début, on est dans le premier mois de l'année 2014. Je pense que ça s'imposerait si on faisait un bilan de la dernière année de la présidence de Barack Obama aux États-Unis. Il a été réélu à la fin de 2012. Donc, on peut dire que 2013, c'était la première année de son deuxième mandat. Si tu avais à la qualifier cette année-là, ça serait quoi? Mirobolante? Plutôt, j'en doute, là, plutôt mais... décevante, oui. Okay. C'est un bilan qui est très mitigé, là. Il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. La preuve, quand on regarde les sondages, Barack Obama est à 40 % là, au niveau de sa cote de confiance face à la population. C'est vraiment très faible. Oui. Et même certains chroniqueurs vont jusqu'à parler de lui en le qualifiant de canard boiteux. Parce que, selon plusieurs, il n'a pas livré la marchandise. Il y avait, entre autres, un projet dont on entend beaucoup parler, c'est sa réforme de la santé. Ce qu'on appelle Obamacare? Oui, exactement, c'est ça. Ses opposants l'appellent Obamacare en disant que c'est la réforme du président, mais bon, c'est une réforme qui était nécessaire pour 30 millions d'Américains qui n'ont aucune protection, aucune couverture santé. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est un système qui est privé. Si vous n'avez pas d'assurance, puis il vous arrive un problème de santé, vous payez. Oui. Okay? Parce que pour caricaturer, quelqu'un qui se présente à l'entrée d'un hôpital aux États-Unis, ne te demande pas qu'est-ce que tu as comme maladie, il te demande as-tu de l'argent pour payer. Si vous avez des assurances ou encore un moyen de payer. Effectivement, c'est ça. Donc, Obama, dans son premier mandat, a réussi à faire passer une réforme qui s'applique maintenant. Puis le problème, c'est que ça devait se faire via Internet, les gens devaient s'inscrire. Puis il y a un problème au niveau du portail Internet. Même on a parlé beaucoup de la compagnie CGI, qui est une compagnie canadienne. Canadienne, hein? Oui, c'est ça, parce qu'on disait, c'est quoi cette compagnie-là? Même les Américains essaient de faire passer ça comme une compagnie de broche à foin, alors que c'en est une des plus grosses. Mais bon, la réforme est mal partie. Obama a dû faire beaucoup de concessions pour essayer de la maintenir parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a toujours les deux partis. Le parti de Barack Obama, les démocrates, en opposition aux républicains. Et Obama doit faire face en Chambre à une majorité de républicains. Donc, à chaque fois qu'il veut faire passer quelque chose, c'est des tractations, bon. Et là, il a fait des concessions aux républicains parce que les républicains voulaient absolument abolir cette réforme-là. Ça va se faire, mais au prix de combien d'efforts, là, vraiment, c'est... Donc, c'est un dossier qui a été dilué pour le moins. Effectivement. Est-ce que c'est un peu la cause, là? Il y a eu à un moment donné une chicane, puis même le gouvernement est obligé de fermer des services parce que là, il se chicanait entre les deux, là, deux petits coqs bandés, sur toujours les finances. Eh bien, effectivement, sur les programmes sociaux, entre autres. Oui. Parce que les républicains disent qu'il y a trop de programmes sociaux, il faut en couper. Alors que les démocrates disent les riches ne payent pas assez d'impôts, il faut les augmenter. Effectivement, en plein milieu d'année, il y a eu un débat majeur qui a fait en sorte que républicains et démocrates n'étaient pas capables de s'entendre sur le budget et on a été obligé de fermer le gouvernement, de fermer des services parce que, comme le budget n'avait pas été voté, il n'y avait pas d'argent pour payer les fonctionnaires puis payer les services. Donc, pendant 2 semaines, le gouvernement a été vraiment en proie là, à des tractations, à des débats, à savoir comment on allait relancer. Ouais. Et là, les deux partis se tiraient la balle chacun de leur tour. C'est de la faute de l'un, non, c'est de la faute de l'autre. Oui, mais là-dessus, on peut dire que les Américains ont quand même remarqué que les républicains avaient exagéré. Okay? Vraiment, ils avaient tenté de se faire du capital politique sur le dos des démocrates en disant les programmes sociaux coûtent trop cher. Mais là-dessus, ils ont perdu des plumes, les républicains. Mais n'empêche, pour le gouvernement, c'est pas bon non plus. OK. Mais quand on met ça dans le bilan,
c'est pas positif. Non, parce que vous comprenez que c'est pas la première fois qu'un président a affaire à une chambre d'élus qui est de l'autre parti, OK, qui est de l'opposition. Mais Obama a beaucoup discuté à imposer sa volonté. Ouais. C'est politique. Il n'y a pas eu des problèmes aussi avec l'immigration ou un programme d'immigration, quelque chose du genre? Il y a effectivement il y a une réforme d'immigration que Obama veut passer, mais encore là, c'est la même chose. C'est que le gouvernement est divisé, la Chambre est divisée entre la Chambre des représentants et le Sénat. Et le Sénat a accepté cette réforme-là parce que cette partie-là de la Chambre est à majorité démocrate. Mais pour ce qui est du Congrès, pas du Congrès, mais de la Chambre des représentants, pardon, c'est la majorité républicaine. Puis on ne voit pas le jour où la réforme va passer. Vraiment, là, c'est sur la glace. Donc ça aussi, ça a été un échec. Puis aussi, on entend beaucoup parler de la guerre en Syrie. Oui. Ça, c'est un autre problème majeur. L'utilisation des armes chimiques. Là. Effectivement. Puis, Obama avait levé le ton. Oui, il était décidé à aller faire des frappes militaires contre la Syrie, mais il n'a pas réussi non plus à imposer ça. Cette fois-ci, c'était non seulement au Congrès, mais aussi à l'ONU. Donc, encore une fois, le président américain a mal paru. Puis, la cerise sur le sundae, c'est l'affaire Edward Snowden. Ah, donc, le gars qui a dit que les États-Unis, ils espionnaient tout le monde. Oui, y compris leurs alliés. Oui, son père et sa mère. On peut comprendre qu'ils espionnent leurs adversaires, ou à tout le moins des pays qui ont des idéologies contraires à la leur, mais des alliés comme la France, comme l'Allemagne. Donc, cette analyse-là... Oui, et on apprend également que même le Canada a été complice des États-Unis. Oui. On s'en surprendra pas, hein? Enfin, je ne veux pas porter de jugement. Ouais, moi, j'en porte. mais ce qui est certain, c'est que le type en question, maintenant, a trouvé refuge en Russie. Donc, et il n'arrive pas à en sortir. Okay. Oui, il a essayé, mais il n'y a pas personne qui veut l'héberger. C'est ça, oui. Puis les Américains voudraient bien le rapatrier pour le juger, mais encore là, les Russes sont pas prêts à le laisser aller. Donc, mais là, au début du mois de janvier, là, dans la deuxième semaine, il y a deux médias très importants américains qui ont demandé la clémence. Hein? Effectivement, oui. New York Times, puis je pense au Washington Post. New York Times? Non, c'était The Guardian. C'est ça. The Guardian, oui. pardon. Et effectivement, en disant que les révélations qui ont été faites, il y a eu de l'abus de la part de la NSA, de l'Agence de sécurité américaine. Et il faudrait être clément face à cet homme-là qui a tout simplement, en bon citoyen, révélé ces abus-là. Oui. Donc, ça, c'est le côté négatif. Bon, bien, justement, j'étais pour te poser la question. Y a-tu fait de quoi de bien, malgré tout? Bien, après les débats en Chambre concernant le budget, la fermeture du gouvernement, faute de budget, bon, là, au moins, ils ont réussi à s'entendre pendant 2 ans pour les budgets. Donc, il n'y aura pas d'autres crises budgétaires. Obama était capable de terminer l'année sans être pris, comme ça arrivait souvent, entre Noël et le jour de l'an, à négocier avec les républicains pour les budgets. Donc là, on s'évite une autre crise budgétaire et fiscale. Aussi, il y a une lente reprise économique, mais une reprise quand même, ce qui est bon en soi, parce qu'on s'entend que les Américains repartent de loin au niveau de l'économie après la crise de 2008. Puis, la surprise du moment, c'est le réchauffement entre les relations entre les États-Unis et l'Iran concernant leur programme nucléaire. Là, en Iran, il y a... Je ne sais pas comment... c'est pas le président, là. C'est-tu un nouvel ayatollah, là? Mais oui. Celui, il semble, en tout cas, par ses propos, beaucoup plus modéré. Bien, effectivement. Est-ce que ça peut être un... Bon, oui, c'est ce qui reste à voir, parce que là, on ne connaît pas la teneur de toutes les négociations, mais déjà que on renoue le dialogue, parce qu'on comprend que ces deux pays-là n'ont plus de relations diplomatiques depuis au-dessus de 30 ans. Donc déjà qu'ils réussissent à discuter d'un problème aussi épineux que le programme nucléaire iranien, parce que les Américains craignaient que les Iraniens fabriquent une bombe atomique, déjà, c'est une bonne chose. Donc, ça, c'est pour les côtés un peu plus positifs. C'est pas long. Non. Quand on dit c'est mitigé, c'est mitigé. Oui. Mais bon, on est au mois de janvier, là. Pour 2014, parce que là, il faut bien comprendre que Obama est dans son deuxième
et dernier mandat. Parce que les présidents américains ne peuvent pas être en poste plus que 2 mandats. Effectivement, c'est dans la Constitution, oui. C'est dans la Constitution. Donc là, lui, il est dans son 2e et dernier mandat. Il entreprend, sa 2e année de son nouveau mandat, sa 2e année complète. Les élections vont avoir lieu, en novembre 2016? Mais là, il n'y a pas des élections. Il va y avoir les élections de demi-mandat en novembre. Demi-mandat, hein? Ils sont toujours 2014. en élection aux États-Unis. Oui, c'est parce qu'aux États-Unis, il faut comprendre que contrairement à nos députés qui sont élus pendant au moins 4 ans, eux, dans la Chambre des représentants, tous les représentants, les 435, sont toujours sont élus pour une période de 2 ans. Donc là, tout ce beau monde-là retourne en élection. Puis il y a le Sénat aussi. Là-bas, aux États-Unis, le Sénat est élu, mais c'est le tiers des sénateurs. Aux 2 ans aussi? Ils ont un mandat. Donc, c'est ça, aux 2 ans, il y a le tiers des sénateurs qui sont réunis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, l'enjeu pour Obama, c'est de ne pas perdre à tout le moins le contrôle du Sénat, qui est encore en majorité démocrate, parce que ça serait catastrophique. Parce que pour ce qui est de la Chambre des représentants, là, c'est à peu près... Il y a très, très peu de chances qu'ils réussissent à obtenir une majorité de démocrates sur les 435. Là. C'est très peu de chances. Il faudrait vraiment que les républicains, première des choses, jouent très mal leurs cartes, passent pour des enfants gâtés ou des gens qui sont de mauvaise foi. Puis, il faudrait aussi que la reprise économique soit excellente, puis que Obama en mérite le crédit. Et ensuite, il faudrait également que... Tantôt, tu disais qu'il n'avait pas été agressif. Est-ce qu'il devrait l'être un peu plus? Bien, c'est ça. C'est qu'il va falloir qu'il démontre qui est le chef, qui est vraiment le chef. Ça, c'est très, très important. Mettre son point sur la table, même le boss. Oui, puis il faudrait aussi que sa réforme de la santé passe mieux que maintenant. Donc, qu'il obtienne un succès plus important au niveau de la réforme de la santé. Ça, c'est clair. Mais, rappelez-vous Bill Clinton, OK? Qui est un démocrate aussi. Rappelez-vous de l'affaire Lewinsky, OK, les scandales de mœurs et tout ça. Quand Bill Clinton a terminé son mandat, tout le monde disait de lui, c'est un canard boiteux. Le même qualificatif qu'on vient d'utiliser pour... Mais aujourd'hui, s'il avait le droit, si la Constitution lui permettait de se représenter pour un 3e mandat, Clinton serait réélu haut la main. Donc, allez donc voir... En tout cas, il y a une bonne presse. Oui, bien effectivement. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'avenir peut nous réserver des surprises. Là, des fois, on dit partir en lion, finir en mouton. Peut-être que c'est le contraire pour Obama. Peut-être partir en mouton, puis on va espérer qu'il termine en lion. J'ai vu à un moment donné sur un site une photo d'Obama prise au début de son premier mandat et une photo prise au cours des dernières semaines, des derniers mois. Là. Et il a grisonné. Hein? Ça veut dire que je te voyais venir. C'est quelque chose qui est... C'est énormément de soucis. C'est pas croyable, hein? Parce que vous n'êtes pas juste responsable de 350 millions d'Américains, là. Vous êtes aussi responsable de l'armée la plus puissante au monde, de l'économie la plus puissante au monde, de toutes les répercussions que ça peut avoir sur l'ensemble de la planète. Ouais. Donc, c'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'on espère... En tout cas, reste à souhaiter que Obama va réussir au moins à terminer en force son mandat. Ça serait... Okay. Parce que moi, je me rappelle, il y a maintenant 5 ans, là, quand il a été élu, tous les espoirs, sa cote de popularité n'était pas à 40 comme elle l'était. Sa cote de popularité était très haute et moi, je disais tout le temps que je trouve que les gens mettent trop. Ils en demandaient trop. Je veux dire, à un moment donné, comme tu dis, les républicains sont majoritaires, puis ils mettent des bâtons des roues tout partout. Alors, à un moment donné, pour faire rouler son carrosse, ça va pas bien. On peut pas faire en sorte que les gens portent tant d'espoir en une seule personne de façon presque irrationnelle, qu'on le voit en sauveur, sans nécessairement les savoir. Parce qu'on le dit, il y a l'usure du pouvoir. Donc, c'est impossible pour ce président-là, comme n'importe quel autre, de passer tout son programme. Mais les gens avaient tellement des espoirs démesurés qu'ils ont tout de suite vu ça comme une déception. Ouais. Comme tu parlais, les armes à feu, c'est la même chose. Hein? Il est arrivé avec un projet qui avait des dents. Et là, on se demande s'il n'y a pas juste des gencives. Là.
Il n'est plus dedans, là, son projet. Mais ça, c'est encore un autre problème. Il voulait simplement imposer un contrôle pour des personnes qui ont des profils plus douteux, donc problèmes de santé mentale. Bref, restreindre l'accès aux armes à ces gens-là. Et ça n'a pas passé. Mais pourquoi ça ne passe pas? Parce que la plupart des élus sont souvent financés par la NRA, la National Rifle Association, donc des gens, un lobby qui défend le droit d'avoir une arme à feu. Oui, c'est dans la Constitution. Oui. Donc l'argent, encore le dernier mot. Juste en terminant comme ça, là, est-ce qu'il y a déjà des prétendants, autant du côté républicain que démocrate, là, qui se dessinent pour la prochaine élection qui va avoir lieu en novembre 2017? Est-ce qu'il y a des prétendants? Est-ce que toi, t'en vois là, qui se pointent? Bien, je ne sais pas jusqu'à quel point ils peuvent être sérieux parce qu'on est très tôt. Oui. Mais je sais, ce qui est sorti dans les journaux récemment, un élu du Texas qui avait la double citoyenneté canadienne-américaine, qui serait un prétendant peut-être pour les élections du côté républicain. Mais pour pouvoir être élu, puis pour ne pas porter flanc à les critiques, il doit renoncer à sa citoyenneté canadienne. Donc là, il dit, oui, je me dépêche, j'ai tellement hâte de me débarrasser de ma citoyenneté canadienne. Oh, il est fin, merci. Oui, mais c'est sûr que pour plaire, pour plaire aux gens de la droite américaine. Donc, pour les autres, il faudra voir. Je dirais que d'ici un an, là, on va commencer à avoir un portrait un peu plus clair des... Ah bon, OK. Alors, je te pose la question un an trop tôt. Oui, bien, donc, certains réfléchissent, mais il n'y a encore rien d'officiel. Mais c'est pas juste d'avoir la citoyenneté américaine, parce que Schwarzenegger, il pouvait pas se présenter à la présidence, lui. Il n'est pas né américain. Il faut être natif d'un État américain. Il faut être né, oui, même dans un cas extrême comme... le sénateur d'Arizona, John, son nom m'échappe, mais enfin, qui s'était présenté au présidentiel, était né sur une base américaine au Panama, qui était territoire américain. Ah, bon. Donc, considéré comme citoyen américain à la naissance. Mais Schwarzenegger, lui, est autrichien. Oui. Okay? Donc, même s'il est naturalisé américain, il ne pourra jamais, selon la Constitution, être président. Donc, il faut être citoyen américain de naissance et avoir 35 ans au plus. Et beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. Alors, merci beaucoup, Vincent. Ça m'a fait plaisir. Demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans à peine quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le propriétaire du dépanneur Rivière-Blanche. Vous savez, celui qui a sur la route 112 à l'intersection de la rue Johnson. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Damien Lacasse. M. Lacasse, bonsoir. Bonsoir. Si vous êtes invité à mon émission, c'est parce que vous avez une particularité que les autres dépanneurs n'ont pas. Et ça, c'est mon ami Mario qui m'est arrivé avec ça, puis il m'a dit, ça vaudrait la peine d'en parler. Vous vous êtes spécialisé, puis d'ailleurs, si les gens voient ici, là, le beau coffret, vous vous êtes spécialisé depuis quelques années dans la vente de bières de microbrasserie. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. OK. Juste avant qu'on en parle, le dépanneur qu'il y a à l'intersection là, de la 112 puis Johnson est là depuis combien d'années? Il a été construit par M. Moisan en 1976. En 1976. Et vous êtes propriétaire depuis combien d'années? Depuis 1990, on va faire 24 Donc, ça fait au-delà de 20 ans, là, 23, ouais, 24 24 ans. là, OK. Et vous offrez le service de l'essence avec la coopérative Sonic, c'est bien ça? Oui, c'est ça, depuis 10 ans, Okay. 10 ans déjà. Là, et quand on dit la coopérative Sonic, c'est une coopérative au même titre que Unimat qu'il y a aux galeries ou encore que la Caisse populaire? Oui, on est en coopérative, c'est une coopérative, oui. Oui, bon. Et vous avez commencé à offrir ce service-là depuis combien d'années? J'avais essayé il y a 20 ans. Ah, il y a 20 ans? Oui, il y a 20 ans, mais ça n'avait pas fonctionné. Fait qu'on avait tout débarrassé les produits. Puis il y a 4 ans, puis il y a 20 ans, je n'en buvais pas non plus. Il y a 4 ans, j'ai découvert ce petit goût-là, que j'ai apprécié énormément. Ah, bon, donc, j'ai dit, c'est le temps de relancer tout ça. Ah bon, c'est ça que j'étais pour vous demander. Ouais. Ça vient d'où, ce goût-là ou ce besoin d'offrir ce service-là? Oui, c'était une histoire de goût. Parce qu'avant, OK. on n'aimait pas ça, parce qu'on goûte à la bière comme on goûte une Coors Light ou une Bud Light. Puis quand on goûte à cette bière-là, on s'attend à un goût similaire. Puis c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'il faut goûter à ça comme si on goûterait à un vin.
Oui, OK. Parce que quand on goûte une bière comme la 17 puis qu'on s'attend à un goût de bière légère, on est toujours déçu. OK. Et il faut dire que depuis 20 ans aussi, il s'est développé beaucoup de microbrasseries au Québec. Ah oui, c'est énorme. Est-ce que ça peut être une des causes aussi, ça, la popularité des microbrasseries qui prennent pas la place de Molson, parce que c'est Non. impossible, là, mais qui prennent une place assez importante Oui, s'ils prennent une place de plus en plus importante, Oui. mais pour des goûts différents. pour des goûts différents? Oui, c'est OK. pas des genres de bières qu'on va boire l'été sur le bord de la piscine, parce qu'on n'aura pas le même plaisir. C'est une bière qu'on déguste assis devant un foyer, puis à table avec des Ah, amis. OK. Ouais. Un peu comme le vin, là, si je comprends Même bien. chose que le vin. OK. Et c'est un goût que vous avez développé il y a à peu près 5 ans, 4 ans? Oui, c'est 4 ans environ. Oui. Et là, vous vous êtes spécialisé un peu dans ça, j'imagine. Oui, à là. la force d'en goûter, puis à discuter avec le monde, on développe des goûts, on apprend, on ouvre nos champs de connaissances Oui. aussi. Puis, oui, Donc, ça veut dire que si quelqu'un qui nous écoute ce soir se disait, ben moi, j'aurais le goût de faire une dégustation de bière, de microbrasserie, il peut se présenter chez vous, puis vous allez lui donner des conseils appropriés par rapport à ses besoins ou à ses goûts. Oui, c'est très ça. C'est bien ça. C'est ça, oui? On va questionner le client pour savoir qu'est-ce qu'il aime au départ. Parce qu'on ne peut pas arriver, puis un client qui commence avec les bières légères qu'on connaît, puis lui envoyer avec une grosse bière noire, puis qui va être corsé. Qui va s'étouffer Qui dedans. va s'étouffer dedans, puis qui va avoir des surprises énormes. Ouais. Fait qu'on on va le diriger tranquillement là, c'est vers les bières avec des goûts de plus en plus accentués. Ce que vous offrez, est-ce que c'est en majorité des bières qui viennent des microbrasseries du Québec? Oui, la majorité. J'ai quelques petites bières d'importation, mais... J'imagine la Belgique qui est réputée pour être des brasseurs de bière ça va aussi? être... ben, c'est la distribution qui est difficile des fois Ah à oui, OK. trouver. Là. Un Est-ce petit que peu de vous avez bière de la bière allemande? Ah oui, Ouais, OK. un petit peu de bière Bon. allemande. Mais c'est surtout pour les C'est surtout- microbrasseries du ouais. Québec. Et j'ai été très surpris, juste un peu avant le début de l'émission, je vous ai demandé, vous pouvez offrir combien de variétés de bières? Puis là, C'est au-delà de 300 Hey, ouais, 300 sortes de de bières. bières. Puis j'ai 28 microbrasseries. Là, 28 ouais, microbrasseries. qui sont là présentement. Puis c'est pas toutes les microbrasseries non plus qui veulent agrandir le territoire. Ah Puis, non? Oui, c'est un autre monde. C'est un Bon. autre monde. OK. Si vous permettez, là, vous nous avez apporté un coffret qui est de toute beauté. Il y a 4 bières dedans. On va les prendre une par une, puis vous allez me dire c'est quoi les caractéristiques, les forces, les faiblesses de la plus grosse. Si vous avez justement parlé tout à l'heure, Grande Réserve 17, ça vient d'Unibrou. Unibrou, on connaît ça à cause de Charlebois. De Charlebois C'est qui a bien été ça? connu. Oui, c'est bien OK. ça. Fait que ça, c'est une bière qui a gagné le prix de la meilleure bière brune au monde. C'est une bière de garde, ça veut dire qu'une bière qui va se conserver pendant des années et des années. Ah oui? Ouais, on parle d'au moins 10 ans. Oh! Fait que comme celle-là, c'est une 2011, bière brune excellente. Là, Quand vous parlez de bière brune puis de bière blonde, là, pour un gars Oui. qui est profane dans ce domaine-là, je prends même pas de bière, moi. C'est quoi? C'est juste la question de la couleur, un peu Non. comme le rouge et le blanc, ou... Ouais, non, c'est comme le rouge et le blanc, il y a une différence dans le goût aussi. Puis ça va être la Ouais, même chose un petit peu. Une Ah bière bon, OK. blonde, elle va être plus douce un petit peu. La bière brune va être plus caramélisée, Vous me dites que c'est une bière qui est reconnue. qui est reconnue. oui. OK. Ça peut se vendre combien, ça, à l'unité, une bière comme ça? Comme celle-là, la 2013, ça vend 9,99, mais la 2011, c'est comme le vin, elle est rendue à 19,99. Ah bon, Ça évolue ça avec le vin. évolue, ça Ouais. vieillit avec le temps. C'est ce qui fait que je trouve drôle aussi dans les bières. Le monde va aller d'un restaurant, ils vont essayer un vin à 30-40 $ la bouteille, puis qu'ils ne connaîtront pas. Puis ils vont arriver, ça c'est une bière quand même à 9 $, mais la majorité des bières vont jouer entre 3 et 5 $, puis on n'ose pas l'essayer. Ah oui, ils sont réticents. Ouais. Ah oui. Bon, alors ça, c'est la première. Là, j'y vais dans l'ordre qui sont installés ici. Il y en a une ici. Puis celle-là, c'est brassé où, celle-là? Ici, la Grande Réserve? Unibrou à Chambly. À Chambly. Excusez, hein, bonne Bon, mémoire. OK. Ici, on a la Barberie, une bière blonde biologique. Bière qui est faite où? À Québec, c'est une coopérative aux autres aussi, biologique parce qu'ils ont tous pris des produits biologiques, qui va être une bière justement que je vais suggérer au monde pour commencer tranquillement. Bon. Avec une C'est petite quoi bière sa qui- principale caractéristique, celle-là? Très Elle blonde. est plus douce? Elle est blonde et douce, oui. Bon. Puis elle est faite à Québec. À Québec, oui. Et puis je pense que j'ai lu ici sur le côté, là, rue Saint-Roch à Québec. C'est bien ça. Ah bon. Alors allons-y. Un autre belle ici. C'est la
La Vie de Château. La Vie de Château, oui. La microbrasserie Le Grimoire à Granby. En Granby. Oui, qui est faite avec rhum brun, qui est un beau petit goût sucré qui va ressembler même, on reste surpris, je me suis fait dire ça cet été, puis là j'ai goûté une deuxième fois, j'ai dit oui, ça goûte pratiquement le gâteau à la vanille. Ah oui. Ouais. Ah bon. Donc ça, quelqu'un là, qui voudrait découvrir ces bières-là, ça pourrait être une que le monde en général aime toutes. Ah oui? Bon. Ouais. Allons-y avec la Ensuite, quatrième, qui est la Suzanne Marceau. Bière à l'érable? Bière à l'érable, ouais, que l'île d'Orléans a fait. Ils en font 2 durant l'été. Ah, l'île d'Orléans, ça vient de l'île d'Orléans, ça. Fait que quelques microbrasseries vont faire des bières comme ça à l'érable, d'autres aux framboises, d'autres aux carottes même. Oui. Et puis, est-ce que véritablement, il y a un goût d'érable? Oui, il y a un goût d'érable dedans. Est-ce que c'est une bière qui est douce ou forte? C'est une bière qui est quand même assez forte. Ah, assez forte. Oui, assez forte. Donc, qui vient s'adoucir un petit peu avec le goût du sirop d'érable qui a toujours été... Oui, qu'en fin de bouche, qu'on va découvrir là, le petit goût qui va apparaître. Est-ce que vous êtes en mesure, vous, d'arriver et de dire à quelqu'un qui voudrait faire un repas puis qui voudrait servir, au lieu de servir un vin, servir une bonne bière, est-ce que vous êtes en mesure de marier des mets avec vos bières? Oui, puis sous peu, je vais sortir justement des petites pancartes. Puis beaucoup de microbrasseries offrent aussi des pliants. Ah! Qui veulent... qui disent, nous autres, notre bière s'accompagne bien avec telle sorte de des mets. mets épicés, des mets moins épicés. Bon. Sous peu, je vais avoir les saucisses aussi, que je veux faire en paquet aussi, qui va être avec des bières, des suggestions de bières pour chaque paquet de saucisses. Donc, une bière forte avec une saucisse... Saucisse plus forte. Puis une bière douce avec saucisse douce, puis des petits mélanges comme ça. Comme une bière brune qui va se marier très bien avec un dessert. Ah oui? Une bière blanche avec une salade. Autrement dit, là, l'approche est un peu semblable avec le vin. Hein? On parle des vins blancs, des vins rouges, des rosés aussi, mais qui se marient avec certains mets. Donc, les bières aussi, et surtout les bières des microbrasseries, parce que ce sont des bières... Vraiment différentes. D'une microbrasserie à l'autre, ils ont chacun leur style, et puis dans chaque microbrasserie, ils ont chacun leur catégorie de bière. Donc, je rappelle que je suis avec M. Damien Lacasse du dépanneur Rivière-Blanche et vous offrez au-delà de 300 variétés de bières faites par des microbrasseries, la plupart au Québec. Oui, c'est bien ça? C'est bien ça. Eh bien, vous invite à aller faire un tour. Et vous, bien, demeurez des nôtres. Non, la semaine prochaine plutôt. L'émission vient de se terminer. N'est-ce pas, Francine? Au revoir.